Ainsi, la situation en Ukraine est passée de mauvaise à pire, et la récente rencontre entre Zelensky et Donald Trump n'a rien arrangé. La Russie contrôle tout, y compris le récit lui-même. Même avant la réunion, les choses allaient déjà extrêmement mal, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour Donald Trump. Et cela mérite d'être souligné, car Donald Trump et son administration veulent donner l'impression qu'ils ne sont pas seulement des médiateurs, mais qu'ils maîtrisent également la situation. Avant même le début de la rencontre, des développements annonçaient la catastrophe pour la situation en Ukraine, pour l'Ukraine elle-même, ainsi que pour ses soutiens américains et européens. Tout d'abord, il faut noter que Vladimir Poutine a récemment rencontré des commandants lors d'une inspection, ce qui a provoqué la panique parmi les élites occidentales, en particulier dans les médias influents. Et voici un article qui parle du moment où Vladimir Poutine a revêtu un uniforme militaire pour rencontrer des généraux et adresser un avertissement à l'Ukraine avant la rencontre de Donald Trump avec Zelensky le 28 décembre. Le Kremlin a diffusé des images du président russe Vladimir Poutine portant un uniforme militaire alors qu'il adressait un nouvel avertissement aux autorités de Kiev. Quel était cet avertissement? J'en ai parlé il y a un an, lors d'un échange avec le ministère des Affaires étrangères. Mais aujourd'hui, à en juger par vos rapports, à en juger par le rythme que nous observons sur la ligne de contact, notre intérêt pour le retrait des formations militaires ukrainiennes du territoire qu'elles occupent actuellement est désormais pratiquement nul. Has been reduced to virtually zero. Not only was Putin in military fatigues, non seulement Poutine, vêtu d'un uniforme militaire, a déclaré que la Russie ne retirerait pas ses forces, mais Donald Trump a également appelé Vladimir Poutine, ou a eu un entretien téléphonique avec lui, au cours duquel les deux présidents ont convenu de promouvoir une paix durable plutôt qu'un cessez-le-feu temporaire, selon le principal conseiller de Poutine, Yuri Ushakov. Souvenez-vous que la paix durable fait partie des exigences russes. C'est un point de discorde pour la Russie, qui souhaite mettre fin à ce conflit selon des conditions qui lui soient favorables. Et c'est cela que signifie réellement un accord de paix durable, par opposition à un soi-disant cessez-le-feu. Ainsi, le président Donald Trump a appelé Vladimir Poutine dimanche pour discuter de plusieurs questions liées aux négociations de paix avant sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Les deux présidents ont eu une conversation amicale, bienveillante et professionnelle d'1 heure et 15 minutes, au cours de laquelle ils ont exprimé un intérêt mutuel pour parvenir à un règlement durable et pacifique du conflit en Ukraine, selon Ushakov. Poutine a souligné la nécessité de s'appuyer sur les accords conclus entre les présidents lors du sommet d'Anchorage plus tôt cette année. Les dirigeants russes et américains ont convenu qu'un cessez-le-feu temporaire, tel que proposé par l'Ukraine et ses soutiens européens, ne ferait que prolonger le conflit et risquerait de relancer les hostilités, selon l'assistant russe. Ainsi, Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu un entretien téléphonique. Et cet appel téléphonique, qu'a-t-il apporté? Il n'a fait que réitérer la position de la Russie, le point de vue de la Russie sur ce conflit et la direction que prend la Russie. Vous voyez le schéma? Tout tourne autour de la Russie. La Russie est aux commandes et elle impose le récit. Et la situation ne cesse d'empirer, car avant même que cette rencontre n'ait lieu, nous avons vu l'Ukraine frappée par certaines des attaques nocturnes les plus intenses depuis des mois. La Russie a mené l'une de ses plus grandes offensives sur Kiev, utilisant environ 500 drones et 40 missiles, dont les puissants missiles hypersoniques Kinzhal, et cela, selon Volodymyr Zelensky. Cela s'est produit le week-end après Noël et semblait viser des centrales électriques, ainsi que des immeubles résidentiels à Kiev. Les responsables ont indiqué qu'au moins 22 personnes avaient été blessées, dont 2 enfants, et que 12 avaient été transportés à l'hôpital. Je pense qu'une seule personne est décédée lors de ces frappes.
Mais encore une fois, la Russie bombarde l'Ukraine. Cela se produit presque tous les jours, parfois plusieurs jours d'affilée, avec des centaines de drones et des dizaines de missiles frappant l'Ukraine, détruisant son secteur énergétique, sa capacité à fournir à l'armée l'électricité et l'équipement nécessaire pour se battre sur les lignes de front. Car, comme l'a dit Vladimir Poutine, la situation sur le front ne fait qu'empirer. Pendant la réunion, les choses ne se sont pas améliorées pour Volodymyr Zelensky à Mar-a-Lago, car plusieurs moments de la conférence de presse que Zelensky et Trump ont tenue ont montré que Donald Trump aborde vraiment ces rencontres avec l'intention de se laver les mains du conflit. Et la seule façon pour lui d'y parvenir est de reprendre la position de la Russie et de suivre la dynamique actuelle, une dynamique qui est aujourd'hui du côté de la Russie. Voici donc quelques exemples de cela. Voici une question à propos des attaques dont nous venons de parler et de la manière dont elles influencent les soi-disant négociations de paix dans lesquelles Donald Trump serait censé s'engager aujourd'hui. Les récentes attaques menées par la Russie contre l'Ukraine au cours des derniers jours montrent que le président Poutine n'est pas sérieux au sujet de la paix. Quelle est votre réaction à cela? Non, il est très sérieux. Je pense, vous savez, je peux dire que je crois que l'Ukraine a également mené des attaques très fortes. Et je ne dis pas cela de manière négative. Je pense que c'est probablement nécessaire. Je ne le dis pas de manière négative. Je pense, il ne me l'a pas dit. Mais il y a eu des explosions dans différentes régions de la Russie. Et il me semble que je ne pense pas que cela vienne du Congo. Je ne pense pas que ça vienne des États-Unis d'Amérique. Cela vient peut-être d'Ukraine, mais je ne... C'est très intéressant. Regardez le visage de Zelensky. Regardez la façon dont il regarde ici. Ce n'est pas un regard de confiance ni de satisfaction face à ce que dit Donald Trump. Ce qui est si intéressant dans le commentaire de Trump, c'est qu'il dit que l'Ukraine frappe la Russie parce que ce n'est pas le Congo, mais il dit aussi que ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. En réalité, les États-Unis doivent fournir tout le soutien logistique nécessaire à l'Ukraine pour mener ses attaques sur le territoire russe. Donc Trump se trompe là-dessus. Mais le point essentiel, c'est qu'on voit bien comment il en parle. Oh, ce n'est pas seulement la Russie, c'est aussi l'Ukraine. Parce que Trump essaie de se placer au milieu de tout cela. Et il essaie de donner l'impression qu'il ne prend pas parti d'un côté ou de l'autre. Mais comme le camp de la Russie est celui qui semble en voie de victoire, il se positionne en réalité de ce côté-là, du moins politiquement, du moins soi-disant diplomatiquement, en termes de relations publiques. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, car cela révèle que l'Ukraine est en fait dans une situation totalement et désespérément critique. Voici Donald Trump réaffirmant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu temporaire dans ce conflit. Et c'est une décision très intelligente de la part des États-Unis et de Donald Trump, car s'ils en réclamaient un et ne l'obtenaient pas, ce qui serait le cas avec la Russie, ce serait une très 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 mauvaise opération de communication pour Donald Trump. Mais voici ce qu'ils ont dit lors de la conférence de presse. Accepteriez-vous un cessez-le-feu afin de permettre un référendum? Pas un cessez-le-feu. Et c'est l'un des points sur lesquels nous travaillons en ce moment. Non, pas un cessez-le-feu. Ils pensent que, voyez-vous, ils se battent pour arrêter. Et ensuite, s'ils doivent recommencer, ce qui est possible, il ne veut pas se retrouver dans cette situation. Je comprends cette position. Et le président ressent cela très fortement, ou quelque chose de ce genre. Mais je pense que nous trouvons des moyens de contourner cela. Je comprends le président Poutine sous cet angle. Il faut comprendre l'autre camp. Et, vous savez, je suis du côté de la paix. Je suis du côté de l'arrêt de la guerre. Donc je pense que c'est un problème qui va être résolu. Oui.
Tu sais, ce qui est si intéressant ici, c'est qu'on voit Donald Trump debout à côté du représentant des États-Unis. Et ce représentant, Zelensky, est manifestement très mal à l'aise. Mais Donald Trump ne fait qu'énoncer un fait très simple. La Russie ne veut pas voir une reprise des hostilités après la mise en place d'un soi-disant cessez-le-feu. Et ce que Donald Trump minimise en réalité, c'est la position russe, selon laquelle un cessez-le-feu permettrait à l'Ukraine de se réarmer et de poursuivre ce conflit encore plus longtemps qu'elle ne le peut actuellement, sous le couvert de l'opération militaire spéciale et de la guerre d'usure menée par la Russie. Donc, Donald Trump dit qu'il comprend la position de la Russie, et c'est cela qui met en lumière et continue de révéler la réalité de la situation. Donald Trump ne dirait aucune de ces choses si la Russie était réellement en train de perdre, si elle était sur la défensive, repoussée et en retraite. En réalité, on en est très loin. La Russie ne se contente pas de frapper Kiev, de toucher son infrastructure et sa capacité logistique, notamment dans le secteur énergétique, mais elle réalise aussi des avancées majeures sur le champ de bataille. Et c'est ce commentaire de Donald Trump qui, je pense, a vraiment choqué Zelensky lui-même. C'était une indication claire que Donald Trump est prêt à dire n'importe quoi et à aller dans n'importe quel sens pour ne pas donner l'impression d'être du côté des perdants, tout en veillant à ne pas paraître soutenir l'Ukraine d'une quelconque manière, ce qui pourrait lui être très préjudiciable sur le plan politique et électoral, non seulement pour lui, mais aussi pour le Parti républicain, qui doit remporter les élections de mi-mandat dans environ 1 an. Voici donc Donald Trump réagissant aux remarques choquantes qu'il a faites à la presse lorsqu'on lui a posé la question suivante. Je l'ai fait. I did. They're going to be helping. Russia's going to be helping. Ils vont aider. La Russie va aider. La Russie veut voir l'Ukraine réussir, au moins une fois. Cela peut sembler un peu étrange, mais j'expliquais cela au président. Le président Poutine s'est montré très généreux dans son attitude envers la réussite de l'Ukraine, notamment en fournissant de l'énergie, de l'électricité et d'autres ressources à des prix très bas. Donc, beaucoup de choses positives sont ressorties de cet appel aujourd'hui. Mais ça faisait 2 semaines que tout cela se préparait, avec Steve, Jared, Marco et tout le monde. Steve and with Jared and Marco and everybody. Ce qui est incroyablement choquant ici, ce ne sont pas seulement les commentaires qu'il fait sur le fait que la Russie voudrait voir l'Ukraine réussir, mais, sans même revoir la vidéo, regardons simplement le langage corporel de Zelensky. Regardez comment il regarde Donald Trump. Regardez les expressions de son visage. Il est clairement en train de dire que ce que Donald Trump raconte, c'est du n'importe quoi. À un moment, je crois, il rit. On le voit rire à ce moment-là. En fait, c'est Zelensky qui se moque ouvertement de Donald Trump devant la presse. C'est incroyable, car bien souvent, c'est les États-Unis qui se trouvent dans ce genre de position avec leurs alliés, des alliés qui n'oseraient jamais parler, regarder ou agir ainsi devant leurs bailleurs. Mais cela montre et révèle la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'Ukraine. Et maintenant, je vais vous montrer le moment où le visage de Zelensky se fige. Pendant la partie du commentaire de Trump, où il parle de la Russie comme étant intéressée par la réussite de l'Ukraine. Il veut voir l'Ukraine réussir, au moins une fois. Cela peut sembler un peu étrange, mais j'expliquais cela au président. Je veux dire, ce genre de comportement, à mon avis, montre bien la désespération. Car d'un côté, Zelensky a besoin de Donald Trump. Il a besoin que les États-Unis continuent de fournir un soutien militaire, logistique, du renseignement, et ainsi de suite. Un appui diplomatique et politique global, en somme. Et maintenant que tout s'effondre parce que la Russie est en train de gagner, il n'est plus possible de le nier. Volodymyr Zelensky perd vraiment pied. L'Ukraine perd pied.
Et ce genre de réaction ne fait pas que révéler cet effondrement. Il est aussi suicidaire à bien des égards, car ce sont les États-Unis qui détiennent les cartes dans cette affaire. Ce sont les États-Unis qui ont rendu cela possible. It is the United States that made this happen. It is the United States that can ostensibly. Ce sont les États-Unis qui pourraient, en théorie, si le système était différent et agissait de manière rationnelle, s'il ne s'agissait pas d'un empire mu par la recherche infinie du profit et par la guerre au service des bellicistes, des profiteurs, des fabricants d'armes de Wall Street et ainsi de suite, mettre fin à tout cela d'un seul coup, en un instant. Mais ce n'est pas le cas. Zelensky, cependant, pourrait bien se retrouver de l'autre côté du cimetière s'il continue à agir de cette façon. Car pour moi, c'est typique de Zelensky. J'ai simplement l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant que l'establishment américain, surtout celui aligné sur Trump, ne se lasse de ce genre de comportement. Je veux dire, regardez simplement la réaction. Continuons. Let's continue. Le président Poutine. Let's play on silent again. Alors, remettons la vidéo en sourdine. Je veux simplement vous montrer les expressions qu'il fait pendant que Donald Trump prononce ses commentaires. D'accord? Eh bien quoi? Ça semble ridicule, non? Je veux dire, c'est devant les médias traditionnels, devant les médias d'entreprise. Bien sûr, Donald Trump entretient une relation conflictuelle avec les médias d'entreprise et en a fait une partie de son image de marque. Mais en même temps, c'est tout à fait révélateur de ce qui se passe ici. Un effondrement total et complet. Et la raison pour laquelle les États-Unis ne se retirent pas de ce conflit, ne font pas ce que je viens de dire, c'est que toutes les forces alignées avec l'Ukraine sont encore du côté de l'Ukraine. Les services de renseignement, les grands fabricants d'armes, Wall Street, etc. Je veux dire, ils sont tous alignés sur le conflit en Ukraine. Ils veulent qu'il se poursuive. Et il n'y a actuellement à Washington aucune figure qui incarne mieux ces forces, qui soit soutenue par elles, contrôlée par elles, et en fin de compte, exécute leurs ordres, que Lindsey Graham, considéré comme un grand allié. Beaucoup le voient comme un ennemi de l'administration Trump. Mais en réalité, Trump le garde près de lui parce que c'est l'État profond et qu'ils sont à la fois amis et adversaires au bout du compte. Voilà ce dont il s'agit vraiment dans la politique des élites dirigeantes. Voici Lindsey Graham avec Zelensky lors d'une précédente rencontre qui illustre parfaitement la dynamique réelle à Washington et explique pourquoi l'administration Trump, malgré ses réunions, malgré son rôle occasionnel de médiateur, ses appels avec Poutine, puis avec Zelensky, ses allers-retours en Europe, voilà le véritable enjeu. Et Lindsey Graham est sans doute celui qui peut l'exprimer mieux que quiconque. Libre ou mourir. Libre ou mourir. Maintenant tu es libre, oui, et nous le serons. Et les Russes meurent, c'est l'argent le mieux dépensé de notre vie. Nous mourrons. Nous mourrons. Je veux dire, maintenant tu es libre, oui, et nous le serons. Et les Russes meurent. And the Russians are dying. It's the best money. Et les Russes meurent. C'est l'argent le mieux dépensé que nous ayons jamais eu. C'est de cela qu'il a toujours été question. Et l'administration Trump est arrivée, et tout ce dont nous venons de parler, Vladimir Poutine allant inspecter les postes de commandement, parlant de l'élan irrésistible de l'armée russe sur le champ de bataille, de Siversk à Pokrovsk, je veux dire, tous les progrès accomplis, se rapprochant de la libération complète de la République populaire de Donetsk, avançant vers la libération totale de tous les territoires russes intégrés à la nation russe. Et les frappes sur Kiev qui continuent de se produire chaque jour, voire 2 fois par jour, ou 1 jour sur 2, les centaines de drones, les dizaines de missiles, tout cela s'accumule avec le temps. Ces attaques se sont intensifiées au cours des mois de novembre et décembre, montrant que la Russie fait avancer les choses dans le cadre de l'opération militaire spéciale
tout en restant fidèle à sa logique de guerre d'usure. C'est une très mauvaise nouvelle, car même les médias traditionnels rapportent que la Russie peut maintenir cet effort pendant de nombreuses années, en conservant une économie stable, une force militaire constante sur les lignes de front, en épuisant l'Ukraine, en épuisant l'Occident collectif, en épuisant l'armée des États-Unis. Et c'est cela qui pousse Donald Trump à s'engager dans un soi-disant processus de paix sans parvenir à obtenir de véritables résultats. Or, ce n'est pas ce que dit l'administration Trump. L'administration Trump affirme que les résultats vont venir. Nous avons parcouru 90% du chemin. Nous sommes proches de parvenir à un accord de paix. Même maintenant, le camp de Vladimir Poutine, le camp russe, dit la même chose. Mais Dmitri Peskov l'a exprimé le plus clairement. Les 90% qu'ils affirment avoir atteint vers un véritable accord de paix, un accord complet, se feront à des conditions favorables à la Russie. Cela se fera dans le cadre des objectifs de l'opération militaire spéciale. Vous entendrez cela souvent du côté russe. Et c'est la réalité de la situation. Toute cette réunion, l'image qu'elle renvoie, l'image incroyablement mauvaise pour l'administration Trump et pour Zelensky, tourne entièrement autour de la Russie. Il ne s'agit de rien d'autre que de la Russie. Donald Trump doit donc faire tout ce qu'il peut pour se laver les mains de ce conflit. Ce n'est pas un conflit populaire auprès de la population qui a voté pour Donald Trump. Les élections de mi-mandat approchent, mais c'est encore pire que cela, car Donald Trump doit aussi trouver un moyen de réellement instaurer une cessation des hostilités, de réellement s'y engager. Car s'ils ne le font pas, la victoire de la Russie aura lieu. Elle se produira, et cela ne prendra pas 3 ans. C'est la durée du mandat de Donald Trump. C'est le temps dont dispose le Parti républicain pendant sa présidence pour éviter une telle catastrophe. Mais cela ne prendra pas 3 ans. L'Ukraine n'a pas 3 ans. Ce comportement de Zelensky, les frappes sur Kiev, les mouvements sur le champ de bataille, va provoquer une crise irréconciliable pour le régime ukrainien, le régime de Kiev, bien avant 3 ans. Nous ne parlerons plus ainsi dans 3 ans, à moins que quelque chose ne change. Et le seul changement possible, celui qui serait acceptable pour la Russie, serait un accord de paix complet, placé sous l'égide du droit international, un accord de paix pleinement médié, qui tienne le régime ukrainien pour responsable. Non pas par une médiation américaine, mais par la pleine autorité et le poids des Nations Unies et du droit international. Bien sûr, c'est probablement un rêve irréalisable, n'est-ce pas? Le régime ukrainien est dirigé par des intermédiaires, par des terroristes, par des fascistes, par des nazis, par des gens qui n'ont aucun intérêt à la paix avec la Russie. Et c'est pourquoi un ami de l'émission, Mark Sloboda, affirme que ce qui risque de se produire, c'est un effondrement total du régime ukrainien. Beaucoup de ces forces vont passer dans la clandestinité et elles vont essayer de continuer à combattre la Russie sans les mécanismes ni l'infrastructure d'un véritable appareil d'État. C'est probablement ce que la CIA continuera aussi à soutenir, ce qui est très probable. Mais Donald Trump ne s'en soucie pas. L'administration américaine ne s'en soucie pas. Ce qui les intéresse vraiment, c'est de se laver les mains pendant les 20 à 30 secondes complètes que les professionnels de santé recommandent pour éliminer toutes les bactéries et toutes les maladies qui pourraient s'y trouver à cause de ce qu'ils faisaient auparavant. C'est ce que Donald Trump veut faire. Mais Donald Trump ne s'intéresse pas à un accord de paix complet, car il ne peut pas s'y intéresser. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Il n'a pas le droit de l'être en tant que président des États-Unis de Wall Street, président des États-Unis des entrepreneurs militaires, président des États-Unis de la CIA, président des États-Unis de, vous savez, toutes ces forces qui composent le soi-disant État profond ou l'ensemble de l'élite dirigeante.
Ces forces veulent continuer à gagner de l'argent en fournissant des armes à l'Ukraine. Elles veulent continuer à gagner de l'argent en encerclant la Russie. Elles veulent aussi, comme l'a dit Lindsey Graham, tuer des Russes. Il existe un élément majeur, une composante essentielle de l'élite dirigeante, qui n'a pas changé d'avis sur la Russie. Vous avez entendu ces questions des médias traditionnels à Donald Trump. Est-ce que cela ressemblait à des questions venant de personnes intéressées par la paix? Non. Ce sont des soi-disant journalistes, des sténographes de la guerre, oui, mais ils sont surtout les sténographes de ceux qui alimentent le conflit. Comme l'a souvent dit Alastair Crooke dans mon émission, Donald Trump n'agit pas dans le vide. Et Trump lui-même agit dans ce contexte, non pas simplement comme une figure éprise de paix, mais comme quelqu'un qui tente de gérer un empire en déclin et instable. Je pense que beaucoup de personnes qui ont voté pour Trump et qui continuent de le voir comme un artisan de la paix ne comprennent pas cela. Et ils le font exprès. Ils ne comprennent pas que cela n'a jamais eu à voir avec les idées ou les caprices de l'administration Trump, ni avec ce qu'ils ressentaient personnellement à propos du conflit ou de leur intérêt pour la paix. Il s'est toujours agi du contexte réel sur le terrain, de ce qui se passe dans le conflit en Ukraine, qui pousse Donald Trump à se montrer prudent, encore et encore, envers la Russie, simplement parce qu'il veut voir ce conflit s'arrêter avant que l'hémorragie ne conduise à une situation de mort totale et irrémédiable pour l'Ukraine. Voici donc la situation dans laquelle se trouve Donald Trump. Elle n'est pas favorable. C'est pourquoi, lorsque nous voyons ces images, lorsque nous voyons Donald Trump malmener Zelensky, lorsque nous voyons Zelensky perdre son sang-froid à la Maison-Blanche ou à Mar-a-Lago, là où cette rencontre particulière a eu lieu, il ne s'agit pas de Donald Trump faisant preuve de force. Il ne s'agit pas de Donald Trump prenant les rênes et s'emparant fermement d'une initiative de politique étrangère qui va tout changer. Non. C'est la Russie qui change tout sur le champ de bataille. C'est Vladimir Poutine et ses forces qui changent tout sur le champ de bataille, tout ce qui concerne cette guerre. Et c'est Donald Trump qui doit rattraper son retard, essayant d'éteindre des incendies venant de tous les côtés de l'Occident collectif, car tout s'effondre en ce moment. Cela inclut également l'ensemble de l'agenda de politique étrangère de Donald Trump. Tout est en train de s'écrouler. On le voit avec la Chine et Taïwan. La Chine encerclant Taïwan après que Donald Trump a approuvé un contrat d'armement de 11 milliards de dollars pour l'île, considérée comme une province chinoise en vertu du droit international. On le constate sur tous les fronts. En Asie occidentale, ce soi-disant accord de paix sur Gaza a complètement échoué, discrédité, un échec total, une tache sur le bilan global de l'administration Trump. Cela ne mène nulle part. Les Israéliens continuent de tuer. La prochaine phase n'aura vraiment jamais lieu. Ils essayent d'imposer un corps étranger, un organisme international, au peuple palestinien. Et cela se passe très mal. Tout va mal pour l'administration Trump sur le plan de la politique étrangère. Une guerre imminente, peut-être avec le Venezuela, qui ne se passera pas bien, et personne ne dit qu'elle pourrait bien se passer, pas même au sein de l'État profond américain. C'est exactement le grand problème auquel l'administration Trump est confrontée, d'autant plus qu'il s'inscrit dans un contexte de situation intérieure en déliquescence. Les prix sont élevés. Des articles paraissent sur des personnes gagnant 6 chiffres et vivant dans une misère totale, du moins selon le niveau de vie auquel s'attendent ceux qui gagnent 6 chiffres. Les gens ne peuvent pas acheter de maison. Les gens ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce malaise, ce ressentiment, cette détérioration du niveau de vie continue de ronger les États-Unis, sans parler du fait que l'administration Trump
n'a fait qu'amplifier la politique de répression des droits politiques des citoyens, à un degré jamais atteint auparavant. Tout cela provoque une crise en cascade pour l'ensemble de l'Empire américain, pour tout le système. Et ce système ne peut pas changer de cap sans, en substance, reconnaître sa défaite sur un ou plusieurs fronts. C'est là que se trouve Donald Trump. Ce n'est pas une position favorable. Donald Trump ne va pas conclure un quelconque accord de paix à l'issue de ces discussions. On est loin d'en être à 90%. Ce qui est accompli à 90%, c'est la victoire de la Russie, la victoire militaire de la Russie. Et la Russie, comme l'a dit Vladimir Poutine lors de cette inspection, c'est dans cette direction qu'elle va aller. C'est la voie qu'elle va continuer à suivre, car c'est la seule qui puisse mener à la conclusion logique de l'évolution de ce conflit. C'est la victoire russe. Donald Trump ne va pas la porter. Les États-Unis ne vont pas la porter. Personne ne va la porter, à part la Russie. Et c'est la réalité à laquelle est confronté l'Occident collectif, provoquant cette panique, cette hystérie autour d'un accord de paix, ces réunions à Mar-a-Lago, ces tentatives de Donald Trump pour jouer les médiateurs, pour rallier l'Europe, rallier Zelensky et pour manipuler les détails de l'inévitable. Donald Trump essaie de manipuler et d'ajuster les détails de l'inévitable d'une manière qui sera acceptable, qui sera digeste pour l'establishment américain, dans l'espoir que cet establishment puisse sauver l'administration Trump du désastre qui l'attend. Un désastre déjà en train de se dérouler sous ses yeux. Ce n'est pas là où un président américain veut se trouver. Mais c'est une situation qui peut se résumer par les mots que Pete Hegseth aime utiliser lorsqu'il parle de la force du Pentagone et de l'armée. Joue avec le feu et tu verras. C'est ce que Biden a fait. C'est ce que Trump a fait lors de son premier mandat. C'est ce qu'Obama a fait pendant le coup d'État et après. Aujourd'hui, l'administration Trump, dans sa version actuelle, fait la même chose. Joue avec le feu et tu verras. Ils sont en train de voir. Ils ont vu. Au final, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Il faut enterrer les derniers restes de cette carcasse. L'administration Trump siffle vraiment en passant devant le cimetière.